Europe 1. Le journal de 7h. Maël Hassani, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Vous l'avez compris, il va encore faire très chaud aujourd'hui. 14 départements placés en alerte rouge canicule. Dans le sud-ouest et le centre-est, la barre des 40 degrés devrait être franchie par endroits. Sur le littoral aquitain, en Ardèche ou encore en vallée du Rhône. Hier, des records historiques de température ont été battus localement. Plus de 42 degrés à Bergerac et Angoulême, 41,6 à Bordeaux. Mais alors, comment ces données sont-elles mesurées par Météo France? Les explications de Margot Bongrand. Météo France utilise en fait des capteurs de température. Il y en a 2500 positionnés sur tout le territoire français. Le climatologue Simon Mittelberger explique comment il fonctionne. Vous avez une sonde de température qui est placée à l'intérieur d'un abri. Cet abri laisse passer l'air pour retranscrire ce qu'on appelle familièrement la température à l'ombre. Ces capteurs en général, ils sont implantés au milieu de grandes étendues, notamment au milieu de champs par exemple. La température doit être mesurée à 1,50 m au-dessus du sol et à l'intérieur d'un abri. La température relevée correspond donc à l'ombre de la végétation. Ces capteurs permettent de mesurer avec précision certaines températures et donc d'établir des records. On a des stations à la fois dans les grandes villes de France, mais également dans les campagnes. On va comparer cette valeur à tout un historique de données. On peut remonter à des données jusqu'aux années 50, voire jusqu'au début du XXe siècle, pour pouvoir dire si la température a battu ou pas un record. Aujourd'hui, peu de records de température datent encore de la canicule mémorable de 2003. Le record absolu en France a été établi en juin 2019. 46 degrés avaient été mesurés dans le Gard. Toulouse, Margot Bongrand, Europe 1. Et à Bordeaux, hier, on a battu le record absolu de température dans la ville. 41,6 degrés relevés dans l'après-midi. Nous irons voir comment la mairie s'adapte avec le maire. Pierre Urmic est en direct avec nous juste après le journal. Et en plus de ces 14 départements en alerte rouge, une soixantaine sont placés en vigilance orange canicule. Seul le quart nord-ouest du pays sera épargné aujourd'hui par cette chaleur écrasante qui multiplie également les risques d'incendie. Dans le sud de la Charente, un feu de forêt s'est déclaré hier dans le massif de la Double. 230 hectares de végétation sont partis en fumée, mais l'incendie est maintenant fixé. À l'approche des fêtes de l'Assomption prévues le 15 août, la vigilance est renforcée autour des lieux de culte chrétiens. Consigne donnée par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau à tous les préfets. Il faut dire que le nombre d'actes de violence contre les chrétiens est en hausse. 401 faits recensés entre janvier et juin dernier, plus 13% à l'espace d'un an. Et malgré ce climat tendu, le père Hervé Gilles du diocèse de Strasbourg appelle tous les fidèles à célébrer l'Assomption sans céder à la peur. L'Assomption, c'est le fait de s'assumer. Le chrétien, c'est pas celui qui vit dans la peur, c'est celui qui s'assume. Il assume sa foi. Il faut garder la tête haute. Pour nous qui sommes chrétiens, nous sommes des porteurs d'espérance. Si le chrétien a peur de vivre dans ce monde, alors tout le reste, c'est fini. C'est la débandade. C'est à nous vraiment de donner confiance au monde pour dire, malgré les persécutions, malgré ces situations d'insécurité et tout, on implore la clémence divine et on demande de prendre courage. Et le pape Jean-Paul II, il a dit aux jeunes, n'ayez pas peur. Et ça, je le répète, n'ayez pas peur. Le chrétien n'a pas droit à avoir peur. Le père Hervé Gilles du diocèse de Strasbourg, propos recueillis pour Europe 1 par Charles Bouchin. Quelques jours après avoir subi une agression à l'arme blanche devant chez lui, le maire de Villeneuve-de-Marre en Isère donne de ses nouvelles. Dans un communiqué publié hier, Gilles Dussault assure que son état de santé s'améliore, mais il s'attend à un long rétablissement. L'auteur de l'attaque, un habitant du village, est en détention provisoire. Un litige opposait les deux hommes, mais l'élu souligne, je cite, que rien ne peut justifier de tenter de tuer le maire d'un village pour de prétendues injustices subies. La prison de Lyon-Corbas, visée par une nouvelle enquête sur d'éventuelles défaillances dans la surveillance des détenus. Quelques semaines après l'évasion rocambolesque d'un prisonnier dissimulé dans un sac à linge de son codétenu, cette nouvelle procédure est ouverte suite à la diffusion d'une vidéo tournée fin juin dans une cellule. On y voit un détenu célébrer son anniversaire comme à la maison avec plusieurs produits interdits en milieu carcéral, Alexis Bourdon. Oui, les images ont fait le tour des réseaux sociaux. La vidéo enregistrée fin juin montre une cellule dans une ambiance de boîte de nuit avec de la musique et des néons lumineux. Jusqu'ici, rien de répréhensible. Mais rapidement, le détenu affiche des bouteilles d'alcool et des bonbonnes de gaz hilarant. Des objets interdits en prison comme le téléphone portable avec lequel il filme la scène. Une enquête a été ouverte par le parquet de Lyon pour déterminer comment ces objets de fête ont pu pénétrer dans la maison d'arrêt. De leur côté, les syndicats pénitentiaires pointent du doigt la surpopulation carcérale. 1150 détenus sont incarcérés pour 700 places à Lyon-Corbas. L'an dernier, 40 000 téléphones ont été saisis dans les prisons françaises. Pour lutter contre ce phénomène, des systèmes de brouillage sont en cours d'installation. Pour le moment, seule une vingtaine d'établissements sont équipés sur les 188 prisons du pays.
Alexis Bourdon. Un nouveau répit dans la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. La trêve actée en mai dernier est prolongée de 90 jours, ce qui signifie que le niveau des droits de douane restera inchangé au moins jusqu'au 10 novembre prochain. Des surtaxes de 30% sont pour le moment imposées aux produits chinois entrant aux États-Unis et 10% dans le sens inverse. Un autre conflit au cœur de l'agenda de Donald Trump, celui en Ukraine. Le président américain espère, je cite, une rencontre constructive vendredi en Alaska avec Vladimir Poutine. Un sommet historique pour conclure un cessez-le-feu, mais les Européens et Kiev redoutent une paix taillée sur mesure pour Moscou. Le locataire de la Maison-Blanche semblait acter hier soir lors d'une conférence de presse que les deux pays allaient procéder à un échange de territoire malgré l'opposition ferme de l'Ukraine. Les pays européens de plus en plus critiques vis-à-vis de la politique de Benyamin Netanyahou à Gaza. La chef de la diplomatie européenne condamne la frappe israélienne qui a tué dimanche plusieurs journalistes d'Al Jazeera, présentés par l'État hébreu comme des membres du Hamas. Vive critique aussi concernant le plan du Premier ministre israélien pour vaincre le mouvement terroriste en prenant le contrôle d'une partie encore plus large de l'enclave. Jacques Serret, Emmanuel Macron fait partie des dirigeants qui haussent le plus le ton. Oui, depuis le fort de Brégançon, Emmanuel Macron suit de près la situation au Proche-Orient et notamment le projet des autorités israéliennes d'une expansion de leur opération militaire à Gazaville. Cela constitue, je cite, un désastre annoncé d'une gravité sans précédent et une fuite en avant dans la guerre permanente, fustige le chef de l'État, qui considère que les otages israéliens et les populations de Gaza vont continuer d'être les premières victimes de cette stratégie. À la place, l'Élysée fait savoir qu'Emmanuel Macron propose la mise en place d'une mission de stabilisation sous mandat de l'ONU. Cette idée de coalition internationale est la priorité aux yeux du président, la seule voie crédible selon lui pour sortir d'une situation inacceptable pour les familles d'otages comme pour les Gazaouis. Reste que la validation de cette mission est loin d'être acquise. Pour voir le jour, elle devrait recevoir un mandat du Conseil de sécurité de l'ONU. Et les États-Unis, dotés d'un droit de veto, ne varient pas dans leur soutien à Israël. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Après des semaines de polémique et une décision controversée du Conseil constitutionnel, Emmanuel Macron promulgue aujourd'hui la loi Duplon, censée faciliter le quotidien des agriculteurs. Le texte publié au Journal officiel ne contient plus l'article réintroduisant l'acétamipride, un pesticide interdit en France, autorisé partout ailleurs en Europe. Cette mesure avait été censurée en fin de semaine dernière par les sages. François Bayrou ne prend pas de vacances et continue de faire chaque jour de la pédagogie sur le prochain budget de l'État. Oui, le Premier ministre poste tous les jours une vidéo sur YouTube pour défendre ses pistes d'économie avec un succès mitigé en termes d'audience. Mais qu'importe, François Bayrou espère convaincre les Français, même si certaines mesures semblent vouées à l'impopularité. C'est le cas de la suppression de 2 jours fériés, potentiellement le lundi de Pâques et le 8 mai. Les syndicats ne veulent pas en entendre parler, pas plus que les professionnels du tourisme, Aurélien Fleureau. Avec cette suppression, le manque à gagner serait de 100 millions d'euros par jour, rappelle Catherine Kerrard, présidente du GHR, le groupement des hôtelleries et restaurations de France, pour qui les dates proposées par le gouvernement seraient très pénalisantes, en particulier le lundi de Pâques. C'est le début de la saison estivale. Ce sont le lancement effectivement de recrutement des saisonniers. C'est tout un écosystème qui se met en place dans le secteur du tourisme de loisirs. Donc c'est pour nous complètement à l'encontre de ce qui est souhaitable pour notre secteur. Le GHR pencherait plutôt pour une suppression du 11 novembre férié, moins impactant sur le plan économique, mais peu de dates feront l'unanimité. Les régions n'ont pas les mêmes fréquentations, précise Franck Delvaux, président de l'Union des métiers de l'industrie hôtelière Paris-Île-de-France. Les avis seront différents selon où l'on se situe sur le territoire. À Paris, cette année, les nombreux fériés sur le mois de mai a plutôt une incidence très négative sur l'activité de la restauration traditionnelle. Les Parisiens étaient partis sur tout le mois de mai et les touristes, ça n'a pas compensé. Et Franck Delvaux rappelle que la situation est déjà difficile pour le secteur de la restauration traditionnelle, avec en ce moment 25 fermetures d'établissements chaque jour. Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1 et en Alsace-Moselle, il existe 2 jours fériés spécifiques, le 26 décembre et le vendredi saint. Le gouvernement n'entend pas s'attaquer à cette spécificité. C'est en tout cas ce qu'affirme sur Europe 1 la députée Renaissance du Haut-Rhin, Brigitte Klinkert, qui s'est elle-même renseignée auprès de Matignon. Êtes-vous prêt à travailler plus sans gagner plus? C'est la question que nous poserons à notre invité de la grande interview Europe 1 à 8h10, le député socialiste du Calvados, Arthur Delaporte, sera en direct avec nous. Il est 7h10, vous écoutez Europe 1 matin. Après plusieurs fiascos ces dernières années, il est parfois difficile de comprendre ou suivre la Ligue 1 de football. Et cette année, c'est la Ligue de football professionnel qui lance sa propre chaîne pour diffuser le championnat. La plateforme s'appelle Ligue 1+. Les abonnements sont ouverts depuis hier avec l'espoir d'atteindre enfin un peu de stabilité, Laura Legault.
Oui, la plateforme se fixe un objectif, atteindre le 1 million d'abonnés d'ici la fin de la saison. Pour convaincre, la Ligue de football professionnel veut mettre toutes les chances de son côté. Ligue 1 Plus sera disponible sur la quasi-totalité des plateformes et fournisseurs Internet. Autre avantage, le prix, avec des tarifs promotionnels et des offres pour les jeunes, comptés entre 10 et 20 euros par mois. Et la chaîne ne se contentera pas de diffuser les matchs, comme l'explique Jérôme Casadieu, directeur éditorial de Ligue 1 Plus. On va aussi proposer quelques contenus. On va soigner les avant-matchs, on va soigner les après-matchs, mais on va aussi ajouter au fur et à mesure un certain nombre de contenus différents pour donner envie à des gens qui se sont peut-être sentis un peu plus éloignés de la Ligue 1 de revenir vers ce championnat. Seul inconvénient, 8 matchs sur 9 sont disponibles en direct sur la plateforme. Pour voir le 9e, il faudra s'abonner à la chaîne qatari BeIN. Et la création de Ligue 1 Plus arrive dans une période morose. En 5 ans, 3 diffuseurs du championnat se sont succédés. Ligue 1 Plus devra donc tenir, d'autant que de nombreux clubs du foot français sont sous tension financière et leur bonne santé dépend aussi de cette plateforme. Laura Legault et le grand retour de la Ligue 1 de football. Ce sera vendredi soir à 20h45 avec l'affiche Rennes-Marseille. Et puis la fin d'un mystère vieux de plusieurs décennies. Les restes d'un chercheur britannique disparu en juillet 59 lors d'une exploration sur les îles Shetland du Sud en Antarctique ont été retrouvés cette année seulement par une équipe de scientifiques polonais à la faveur du recul des glaces. Des tests ADN ont permis de confirmer qu'il s'agissait bien du chercheur introuvable depuis 66 ans. Merci Maëlle Hassani pour votre journal.